so it opened up. Hello. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et bienvenue à vous pour un nouvel épisode de votre podcast 100% basket, 100% NBA. On parle bien évidemment de l'émission Time Out. On est ensemble pendant une heure avec une partie de la Dream Team de l'émission, mes chers Lucas Courtin, Thomas Borval, Guillaume Pomade. Messieurs, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle fois le tour de l'actualité de la plus grande ligue du monde avec ce soir au sommaire un gros focus sur les jolies surprises du début de saison, ces équipes qu'on n'attendait pas forcément, dont on n'attendait pas forcément grand-chose, qui nous ont fait plaisir quand même depuis la reprise. Si ce n'est pas en termes de résultats, c'est au moins en termes de jeu. On parlera des Spurs, on parlera du Thunder, on va parler aussi des Cleveland Cavaliers, des Charlotte Hornets, la franchise de Michael Jordan, on va parler des Chicago Bulls, l'autre franchise de Michael Jordan, et puis pour terminer, on parlera des New York Knicks aussi. Bien évidemment, avant ça, je vous laisserai la parole, messieurs, pour vous présenter, comme d'habitude, les deux joueurs time-out de la semaine, à l'Est et à l'Ouest. Et enfin, comme il y a 2 semaines, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, cette émission va permettre de mettre en avant une stat avancée. On va vous l'expliquer, on va en débattre rapidement. Guillaume, on te laissera la parole pour ça, monsieur stat avancé. Les gars, comment ça va? Petit tour de table avant de lancer cette émission. On va commencer par toi, Guillaume, monsieur. J'aime bien te présenter comme ça, monsieur Stat Avancé. Est-ce que ça te va comme surnom? Bah écoute, ça me va bien comme surnom. Tu peux m'appeler plus grand fan de Kobe de France pour aujourd'hui, si tu veux. Accepte. Non, force à sa famille, à Kobe, et que sa fille et lui reposent en paix, comme tous les autres morts du crash, pour commencer, vu que demain on fêtera tristement les 1 an de sa mort. Donc voilà, un petit mot pour Kobe, qui est l'homme qui m'a fait aimer le basket. Donc voilà, sinon à part ça va bien. Et tu fais bien de le dire, c'est vrai qu'au moment où on enregistre l'émission, on est lundi, et du coup, effectivement, quand l'émission sortira pour vous, en tout cas la première fois, ça sera du coup ce mardi, effectivement, ça sera les 1 an depuis cette tragédie, tu fais bien de le mentionner. On va continuer ce petit tour de table. Monsieur Thomas, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très très bien. Voilà, hein, rien d'autre à dire, hein, ça va bien, on regarde le basket, on est bien, on est posé. Tu t'es mis aux couleurs des Suns là, ça y est? Bah ouais, c'est violet en fait, j'avoue, j'avais pas fait attention, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, hein. J'aime bien les Booker, mais à part ça, prenez pas ça pour argent comptant. Ok, ouais, je voulais te lancer un peu dessus, mais bon, je me suis dit à tout moment, voilà, il commence à changer un petit peu, les Mavericks. Non, à jamais. Bien, et puis avec nous pour terminer ce tour de table, un autre fan d'une franchise à l'Ouest, monsieur Lucas Courtin. Lucas, comment tu vas? Bien, et vous? Je vais très bien. Et effectivement, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est chaud en ce moment. Il y a de beaux résultats, que ce soit NBA ou autre. J'espère qu'on ne regarde pas que de la NBA, parce qu'en ce moment, il y avait un peu de NFL, donc on s'est fait plaisir. Mais voilà, on profite. C'est vrai que niveau sport américain, c'est plutôt pas mal. Ah bah on est servi. La semaine prochaine, il y aura la finale du Super Bowl. Donc, dans 2 semaines. Voilà. 2 semaines, pardon, 2 semaines. 2 semaines. C'est vrai. Non, ça va être pas mal. On est pas mal. Les gars, avant de lancer cette émission, je vous rappelle, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter notre première partie de l'émission spéciale sur Tony Parker, elle est toujours dispo sur toutes les plateformes. La deuxième partie qui reviendra notamment sur son impact à San Antonio et sa carrière en équipe de France, en équipe de France, ça sortira cette semaine. Vous pouvez retrouver une partie de l'équipe de Time Out avec Lucas, bien évidemment, aussi. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, timeout-8 on air, sur Facebook et Instagram, timeout-NBA et timeout NBA podcast. Et puis sur la chaîne YouTube avec tout un tas de visuels qui rendent le visionnage de l'émission sur YouTube un peu plus agréable. Voilà pour ce petit récap. Messieurs, je pense qu'on peut partir pour cette nouvelle émission. On est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour 1 heure de Time Out. Et on commence cette émission
spécial sur ces équipes middle un petit peu qui nous ont fait kiffer. On reviendra ça dans le gros débat tout à l'heure avant de parler de tout ça et pour lancer cette émission. Messieurs, je vais vous passer la parole. On va commencer avec toi, Thomas. Comme d'habitude, vous avez sélectionné les joueurs time-out de la semaine. On va commencer en regardant du côté de la conférence Est. Thomas, il y a eu débat un petit peu pour cette semaine. Explique-nous un petit peu ton choix et explique-nous un petit peu tout ça sur le joueur de la semaine à l'Est. Au départ, en fait, je voulais partir sur Embiid. Mais après avoir écouté tes conseils, Yonim, j'ai choisi de changer un peu les choses et on va dire de faire quelque chose d'un peu plus original, si on peut dire que c'est original de choisir Clint Capela en tant que joueur de la semaine à l'Est. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Il a des stats incroyables cette semaine. Il tourne à 21 points, 20 rebonds, une passe, une interception et 6 contres. Donc ça, c'est en 3 matchs. Il a un gros double-double contre Détroit avec 27 points et 26 rebonds. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des stats comme ça. Et un triple-double le soir d'après, il me semble, avec 13 points, 19 rebonds et surtout 10 contre Minnesota. Donc ça non plus, c'est pas tous les jours qu'on voit des stats pareils. Donc Atlanta sur la semaine, il tourne à 3 victoires et 1 défaite. Donc sachant que la défaite, c'est contre Milwaukee et que Capela, il n'a pas joué. Sinon, il y a 2 victoires contre Minnesota, donc une à l'extérieur et une à domicile, et une victoire contre Détroit. Et du coup, c'est bien pour Atlanta parce que après avoir bien débuté la saison, ils tournaient un peu mal. Ils avaient 5 défaites de suite. Donc là, ils retrouvent le chemin de la victoire et c'est bien. Et ça les replace un peu dans la course aux premières places à l'Est. Ouais, Voilà, Clint Capela, joueur de la semaine. Et effectivement, il y avait un petit débat avec Joel Embiid qui, évidemment, mérite, surtout cette semaine, il a été encore une fois incroyable. Il a marché sur Boston, donc voilà, 2 fois, il les a joués, les 2 fois, il les a détruits, donc avec des grosses stats. Mais il aurait mérité d'être. C'est vrai qu'on aurait pu. Ouais, mais c'est sûr que Capela, c'est surprenant, mais il a été tellement monstrueux aussi, Embiid, que bon. Mais après, Embiid, on est quand même un peu plus habitué, donc voilà. C'est ça. Et puis, il fallait souligner, comme tu l'as fait, les perfs. On en parlait avec Théo et Guillaume dans une émission précédente, ces statistiques, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et est-ce qu'on est encore impressionné par ces stats? Et quand tu vois qu'il y a un double-double, effectivement, avec 26 rebonds, 25 26, 27 points, 26 rebonds. 26 rebonds, c'est assez incroyable. Et puis, dans cette ligue actuelle, voir un joueur à 10 contre, ça reste encore une jolie performance. Dans la même semaine, il fallait souligner ça pour Clint Capela. Tu fais bien de le faire. Thomas, merci pour ce joueur de la semaine à l'Est. Lucas, toi, tu as regardé du côté de la conférence Ouest. Qui t'a choisi? Je crois qu'on se tourne encore une fois vers un intérieur. Plus simple. Ouais, c'était un peu plus simple pour le coup. Il y a Jokic qui a fait une grosse semaine. J'ai pris une grosse semaine entière en plus en prenant en compte le match de Utah, je crois, le 18. Donc voilà, semaine monstrueuse pour l'intérieur de Denver. 30,5 points, 4,5 rebonds, 7 passes et 2 styles de moyenne. Avec un beau bilan avec les Nuggets, 3 victoires et une seule défaite d'ailleurs, qui a été contre Utah de quelques points à l'extérieur, je crois. Donc assez close. Voilà, très grande forme, pas grand-chose à dire. 4 double-double. Il manquerait peut-être ce petit triple-double qui n'est pas passé loin à un moment. Peut-être contre Utah ou contre Phoenix, je crois qu'il lui manque un rebond pour faire une passe pour faire un triple-double. Donc voilà, 54% moyenne au shoot. Enfin, il était complètement en mode All-Star. Pas grand-chose à dire. Ça marche très bien avec les Nuggets. Donc c'était le joueur à l'Ouest. Voilà. Il y avait aussi Leonard qui a fait une très belle semaine, mais avec les Clippers. Mais bon, encore une fois, on est plus habitué effectivement. Enfin, et encore. On préfère récompenser Jokic pour le coup pour sa semaine que Leonard. Mais c'est cool d'avoir là les trois joueurs qu'on a mentionnés. Mais si on met Kawhi de côté, les 3 joueurs cette semaine, c'est 3 intérieurs. Ça fait plaisir de voir une ligue qui commence à retrouver un petit peu des intérieurs dominants. Même si Jokic est sur un autre type de profil. Un meneur. Ouais, il peut shooter, quoi. Il peut shooter à tout moment. Il peut être une galette à 3 points. Donc on sait pas. On n'est pas sur un pivot à l'ancienne, mais
On est quand même un intérieur assez dominant et c'est intéressant de voir ce retour un petit peu dans les affaires de ces intérieurs. Merci les gars pour ces 2 joueurs de la semaine. Voilà, comme d'habitude, on essaie de vous sortir des joueurs un petit peu exotiques, j'ai envie de dire, en profil un petit peu qu'on n'attend pas forcément. Embiid qui ne le sera pas du coup, Clint Capella à l'Est, pardon, et Nikola Jokic à l'Ouest. Merci les gars, je vais me tourner cette fois-ci pour sa petite chronique stat avancée à notre cher expert, mon cher Guillaume. Je te file la parole tout de suite après ton jingle. Guillaume, à toi de jouer cette fois-ci. Tu t'es regardé du côté, tu as trouvé une autre stat avancée à mettre un petit peu en avant, à expliquer un petit peu au grand public un truc qu'on peut connaître, mais on ne sait pas exactement comment l'utiliser et comment ça s'est calculé. Est-ce que tu peux nous en dire plus et finir ce suspense insoutenable? Bien, du coup, comme tu l'as dit en intro, on va parler de usage rating, aussi appelé usage rate en NBA, qui est donc, pour traduire en français, le pourcentage d'utilisation, qui est l'estimation du pourcentage de ballons touchés par un joueur lorsqu'il est sur le terrain, pour la définition simple. En gros, c'est une stat, c'est un pourcentage pour mettre en valeur un peu le nombre de fois où le joueur, le nombre de temps surtout que le joueur a le ballon dans les mains. Donc, comment c'est calculé? C'est un peu barbare, mais je vais donner la formule, comme ça tout le monde l'aura entendu une fois dans sa vie. C'est 100 fois, donc pour faire un pourcentage, le nombre de tirs tentés plus 0,44 fois le nombre de lancers tentés plus le nombre de pertes de balles multiplié par les minutes du joueur. Et tout ça, c'est divisé sur le nombre de tirs de l'équipe plus 0,44 le nombre de lancers de l'équipe plus le nombre de pertes de balles de l'équipe. Et ça, c'est multiplié par 5 fois le nombre de minutes que les joueurs ont joué. Donc, en gros, sur toutes les minutes qui ont été jouées par des joueurs en même temps que le joueur en question sur lequel on calcule le usage rate et sur le terrain. Et donc tout ça, ça nous donne un pourcentage qui tourne entre 37 pour ceux qui sont les plus élevés, voire 40 pour Harden il y a 2 ans où il était à 40% de usage rate, mais je crois que c'est le plus élevé en NBA depuis très 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 longtemps. Et ensuite, ça descend ensuite à 30, à 20, à 10 pour certains joueurs qui ne touchent jamais la balle, et ça descend jusqu'à 4-5% pour des joueurs qui sont totalement des free and D qui ne touchent la balle qu'une fois toutes les 5 minutes. Donc cette saison, c'est Bradley Beal qui est en tête pour l'instant avec 37% de usage rate devant Doncic et Giannis. Il y a Trae Young et Steph Curry qui arrivent rapidement ensuite dans le classement. Et surtout, par exemple, pour les petites anomalies, entre guillemets, des choses qui pourraient nous surprendre quand on regarde le classement. On voit André Drummond 11e et Caris LeVert qui sont 13e. Alors, on pourrait se poser des questions. Drummond touche beaucoup la balle avec les Cavs. D'ailleurs, Drummond, dédicace, je te déteste parce que tu m'as fait perdre 20 € et tu m'as fait faire un petit TFL de merde hier soir. Mais voilà, c'est pour la petite parenthèse. Et Caris LeVert qui est 13e aussi et qui est là sans doute parce qu'il a eu beaucoup de balles en main en sortie de banc où il a joué pas mal de minutes sans Kyrie et sans KD. Il a eu beaucoup de ballons. Et donc, il est 13e, même s'il n'a pas joué depuis quelques matchs. Et par exemple, pour les autres surprises qu'il y a cette saison, qui c'est quand même assez surprenant, c'est que Westbrook et Harden sont respectivement 20e et 31e de ce classement, alors que c'est des joueurs qui sont dans le top 6 du classement de usage rate depuis déjà 6 ou 7 ans, surtout quand ils étaient des saisons tout seuls. L'an dernier, quand ils étaient tous les deux ensemble, ils étaient 4 et 6, je crois, dans mes souvenirs. Et donc, c'était des leaders, et cette année, ils sont beaucoup plus bas. Harden, parce qu'il y a le trade et parce qu'il est impliqué de manière totalement différente dans l'attaque des Nets là, depuis 3 matchs, et Westbrook parce qu'il a été blessé, et aussi parce que Bradley Beal est en tête de ce classement. Donc voilà pour le usage rate. Et ça fait effectivement, c'est une stat qu'on regarde souvent pour parler d'un joueur. Et tu l'as dit, il y a des joueurs qui ressortaient souvent comme James Harden, comme Westbrook, très donc, qui avait la réputation de croquer pas mal de ballons. Est-ce que c'est un truc, vite fait avant de passer à la suite, est-ce que c'est un truc que vous regardez beaucoup, vous, Thomas, Lucas, ou c'est une stat qui vous importe peu au final, Thomas? Bah, moi, je suis pas trop dans les stats avancées. On est là pour ça. On est là pour te donner le goût. Guillaume est là pour ça, te donner goût aux stats avancées. Donc, effectivement, je m'y intéresse pas trop. Après, moi, je cherche plus, on va dire, l'efficacité pure sur terrain.
préfère un mec qui ne va pas trop toucher la balle, mais qui va être efficace, plutôt qu'un mec qui va la toucher 50 fois et qui ne va pas être efficace. Donc ouais, je ne suis pas trop stat avancé, je n'y prête pas trop attention. Moi, je regarde surtout la colonne victoire. Donc Le pragmatisme à l'état pur. exactement. Lucas, toi, Je connaissais pas cette stat qu'il vient de dire, donc j'ai essayé de comprendre et de suivre ce qu'il disait. Et je trouve ça intéressant. Je pense que c'est des stats avancées qui peuvent servir plus à des personnes qui travaillent au sein des clubs pour des recrutements de joueurs. Je sais pas si en NBA, ça s'appuie sur des stats aussi avancées que, par exemple, on parlait dans le baseball une année, quand il y avait eu cette fameuse histoire, il y a des films qui sont sortis dessus, mais avec cette équipe qui s'était basée uniquement sur des stats pour recruter des mecs à des postes précis et qui était allé jusqu'en finale, je crois, de la compétition. Donc, à savoir si est-ce que les mecs s'appuient là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'avoue que je suis plus du côté de Thomas. Je regarde plutôt le pourcentage de shoot, les passes, tout ce, voilà. Toutes les lignes assez classiques qui font que voilà, si c'est un joueur collectif ou pas, ou si c'est un croqueur de ballon, quoi. Mais non, Ouais. pas besoin de connaître L'avantage, l'usage rate pour savoir que c'est un croqueur de ballon Westbrook. On le sait, on non, le voit, on voit les matchs. mais par exemple, il y a un avantage intéressant à cette stat, c'est que tu vois le nombre d'opportunités qu'a un joueur dans Ouais, un match. Et c'est par ça. exemple, pour les rookies, je trouve ça très intéressant de comparer Mm. le nombre de fois où, par exemple, Edwards par rapport à la Melo Ball, chacun a la balle, chacun du coup, a des déchets, mais chacun a le nombre de shoots aussi. En gros, ça mélange le nombre de shoots pris, le nombre de lancers francs tentés et le nombre de pertes de balles. Donc, en gros, tout ce que le joueur a fait pour attaquer et marquer. Et du coup, c'est assez intéressant, par exemple, comparer des rookies, Ouais, comparer pour les jeunes joueurs, ouais. le nombre de chances qu'ils ont, par exemple. C'est Bien sûr. intéressant sur ce point-là. oui, c'est Mm. quelque chose effectivement qui peut être intéressant à regarder. Merci Guillaume pour cette stat. Et Lucas, le film dont tu parlais, c'est Le Stratège Ouais, c'est ça le stratège. avec Brad Pitt ou Il est Moneyball, sympa, Brad Pitt, ouais. c'est ça. qui, euh, Sur le qui, baseball. effectivement, et on Bon film. s'appuie sur ces stats, effectivement. Et notre Brad Pitt à nous, c'est Guillaume. Merci Guillaume pour avoir sorti ces stats. Je sais que je suis bien coiffé aujourd'hui, mais quand même. Elle était bien celle-là. Les gars, on va passer au gros débat de cette semaine. Je vous l'ai dit, on va parler des équipes qui nous ont un peu surpris. Quand on a préparé l'émission, on s'est dit, ça serait cool de parler un petit peu de ces équipes surprises qui nous ont fait plaisir, comme je vous l'ai dit, peut-être pas en termes de résultats, mais au moins en termes de jeu. Voilà, ces équipes un petit peu middle qu'on n'attendait pas forcément. On va en parler tout de suite dans le gros débat de la semaine. C'est parti tout de suite. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on attaque ce débat de la semaine dans Time Out. Comme je vous l'ai dit, on va parler donc de ces équipes middle classement qui nous surprennent. On en a sélectionné 6, comme je vous l'ai dit. Le Thunder, les Hornets, les Bulls, les Knicks, les Cavaliers et les Spurs. À chaque fois, messieurs, on va revenir un petit peu sur les classements, ce qui fait qu'on s'est intéressé à ces équipes. Et puis, vous avez, comme d'habitude, bien travaillé puisque vous avez préparé une petite association, une paire en tout cas de joueurs ou un facteur qui fait que cette équipe marche bien et que ça nous intéresse de les suivre. On va revenir à chaque fois dessus. Pour commencer, les gars, je voulais vous proposer de remonter tranquillement dans le classement. On va commencer à l'ouest cette fois-ci. On va regarder du côté du Thunder. Alors, le Thunder, les OKC, au moment où on enregistre l'émission lundi, ils sont 12e de la conférence ouest. 6 victoires, 9 défaites. On les avait, nous, placés dans notre classement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un classement pronostic avec tous les pronos de l'équipe en début d'année. Pardon. On avait placé le OKC 14e, avant-dernier de cette conférence Ouest. Ils ne sont pas beaucoup plus hauts, mais en tout cas, ils nous satisfait un petit peu plus en termes de jeu. On ne s'attendait peut-être pas à avoir autant que ça soit pas aussi plaisant que ça à regarder le Thunder. Au final, ils sont pas si loin que ça non plus. 6 victoires quand même, c'est plutôt pas mal. On a un groupe un peu décomplexé. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette équipe? Peut-être commencer par toi, Thomas. Le Thunder, quand tu regardes, est-ce que tu kiffes quand même ou est-ce que tu fais partie des gens, pour toi, la 12e place, c'est mérité? Bah, franchement, moi, je suis plutôt surpris parce que je les voyais en dessous de ce qu'ils proposent ce que maintenant. Je suis très, très impressionné par le niveau de Shai Gilgeous-Alexander, qui vraiment s'impose comme le leader de cette équipe et qui réussit à les faire gagner, alors que franchement, tu regardes l'effectif, t'as
sans manquer de respect aux joueurs qui composent cet effectif, mais tu as quand même envie de pleurer, tu vois. Quand je vois que, par exemple, Isaiah Roby, qui est un mec qui a été drafté par Dallas, qui n'a pas joué genre, beaucoup de minutes, même pas du tout, il a dû jouer des matchs, mais vraiment, vraiment en mode blowout, garbage time, et que je vois qu'il est titulaire au poste de pivot, euh, voilà, je me dis, enfin, pour pallier l'absence d'Alorford, hein, bien sûr, je me dis que c'est quand même fou que cette équipe arrive à proposer un jeu pareil et ils arrivent à pas être ridicules, en fait. Donc ouais, je suis très, très impressionné par ce que propose OKC et agréablement surpris. Guillaume, toi, pareil, là, on voit, tu m'as parlé de Shai Gilgeous aussi, ça fait partie des joueurs qu'on attendait bons, mais voilà, c'est le seul maintenant. L'effectif a énormément bougé, le coach a changé, il y a eu pas mal d'ajustements. Ça a été une période pas difficile, mais un petit peu de transition. On rigolait beaucoup sur les tours de draft qui récupéraient en se disant que bon, on était reparti sur un nouveau cycle, etc. Pour l'instant, ça se lance plutôt pas trop mal du côté d'OKC, Guillaume. Moi, ce qui me faisait peur, c'est que quand je voyais l'effectif avant la saison, je me disais que Shai il va finir par prendre 27 shoots par match et que ça va être une blague de basket et qui va pas du tout être efficace parce que y a personne pour prendre des shoots dans cette équipe. Et finalement, ce que j'ai bien aimé quand j'ai vu 3-4 matchs du Thunder, c'est que Shai il laisse vraiment le jeu venir à lui, même si à côté de lui, ce ne sont pas des joueurs qui sont très très importants sur le ballon, qui tiennent beaucoup la balle ou quoi. Il laisse vraiment le jeu venir à lui, il fait toujours les bons choix et il force que peu de choses. À la limite, il y a un peu les 3 points en sortie d'écran que je trouve qu'il en prend peut-être un petit peu trop par rapport à son jeu, mais à part ça, je trouve vraiment pas qu'il force. Et je suis assez impressionné par ça parce que moi, je m'attendais à qu'il fasse une saison statistique très bonne, mais pas nécessairement très propre. Et pour l'instant, il est en train de montrer qu'il est dans plus ou moins les mêmes standards que l'an dernier, alors que les coéquipiers autour, c'est pas la même chose. 21 points, 21,7 points pour Shai Ouais, c'est propre. Alexander, c'est relativement propre, 5,2 rebonds, 6,4 assists, et tu l'as dit, il s'impose, voilà, 22 ans pour Shai, c'est plutôt pas mal pour lui. Lucas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Thunder et surtout, est-ce que tu peux nous parler de cette paire, de cette association, en tout cas, si ce n'est pas une paire, de cette association que tu veux mettre en avant un petit peu pour illustrer cette réussite, en tout cas Ouais. collective pour l'instant du Oui, Thunder. c'est collectif. Et comme l'a dit Thomas, il s'appuie sur Gilgeous-Alexander avec aussi Dort. Les deux Canadiens, en fait, font très bien la paire. Bon, alors Ford est blessé, donc bon, ça peut apporter peut-être un peu d'expérience dans le vestiaire, comme George Hill aussi, qui peut apporter toute son expérience. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien, c'est collectif, ça joue décomplexé. C'est-à-dire qu'on n'attend pas quelque chose d'eux, puisqu'en plus, on est en conférence Ouest. Donc, c'est compliqué pour beaucoup d'équipes d'aller accrocher d'aller accrocher les playoffs quand tu vois les équipes qu'il y a et les joueurs qu'il y a. Donc, il n'y a pas de pression et ça permet justement à Alexander d'avoir beaucoup de minutes, aux autres joueurs aussi d'avoir des minutes comme Darius Bazley, voilà, ou même Isaiah Roby qui du coup maintenant se retrouve avec des minutes alors qu'il ne devait peut-être pas en avoir autant. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs aux alentours de 11-12 points. C'est collectif, ça paraît logique. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire de mieux. Et peut-être que ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va continuer? Parce qu'à un moment, est-ce qu'Alexander va pas baisser un peu en stats ou va pas. Voilà, il faudrait surtout pas une blessure, ça c'est sûr. Mais si ça reste comme ça, en tout cas, le binôme avec Dort fonctionne très bien. Donc, ça peut continuer. Moi, je les avais mis même dernier pour le coup. J'avais mis 15e Aussi. derrière les Kings. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu surpris. Je trouve qu'en plus, c'était pas si dégueulasse à avoir joué. Mm. C'est plutôt intéressant, c'est spontané. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire chapeau Kessie, quoi. Enfin, chapeau Kessie, en tout cas pour ce qu'il propose, c'est être en 6-9 à l'ouest, c'est pas immonde. Avec un jeu pareil, je pense qu'à l'est, il serait bien mieux classé, quoi. Voilà. Être en Donc c'est pas mal. 6-9 être en 6-9 à l'ouest, il y Ouais, a beaucoup de gens qui aimeraient bien l'être. Hein. ouais, c'est ça, il y en a beaucoup de gens qui reviennent, c'est ça. Je suis en train de regarder là, les temps de jeu, les plus gros temps de jeu de l'équipe. Le premier, c'est Shai Gilgeous-Alexander avec 33 minutes, Ouais, 22 ans. Le deuxième, c'est Darius Bazley, 20 ans. Dort, 21 ans. Alors, en vrai, Ford, c'est on les enlève jeunes parce qui. qu'il a joué Mm. que 9 matchs. George Hill, 34 ans, on va dire que c'est le quota expérience. Et puis derrière, ça va être Isaiah Roby, Hamidou Diallo et Théo Hamidou Malédon, Diallo. Mm. qui sont 6, 7 et 8e. C'est qui ont 22 et 19 ans. Théo Malédon, le français. On est sur une équipe très, très jeune
mais qui montre pas mal de promesses. En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, Dort, Marc Desno, il fait du bon taf, C'est avec ce ça. qu'il a, honnêtement, il fait du bon taf. Il a Et, mis tout le monde dans le bateau et tout le monde joue et là, il fait du bon taf, faut le dire, quoi. et c'est un- le truc qui est bien, c'est que aussi Sam Presti, je trouve qu'il a choisi de s'appuyer sur un joueur qui est vraiment très intelligent, à la personne de Shai Alexander. Guillaume le disait, il avait peur que ça devienne une blague de basket, mais finalement, c'est un mec, en fait, qui. Et ça, je pense qu'on l'avait tous remarqué déjà quand il était aux Clippers, qui finalement est plutôt bon dans la gestion, je trouve, et qui c'est un joueur qui est vraiment collectif et qui cherche à impliquer tout le monde. Et c'est comme ça que tu mets en confiance tes partenaires. Et en fait, ils te le rendent bien derrière. Donc voilà. Et c'est important, c'est vrai que c'est le basket en tout cas qu'on apprécie voir et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant cette équipe d'OKC. Messieurs, on va aller cette fois-ci du côté de la conférence Est pour parler de la prochaine équipe. Juste avant ça, on se fait une petite pause jingle. On se retrouve tout de suite pour parler des cinq autres équipes pardon, de ces gros débats de la soirée. Tout de suite dans Time Out. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. Et messieurs, continuons cette émission spéciale. On est de retour sur le plateau de Time Out, cette émission spéciale sur les équipes middle, comme je vous le disais, qui nous font kiffer en termes de jeu, notamment depuis le début de saison. On a parlé du Thunder. Passons, comme je vous l'ai dit, messieurs, à la conférence Est. On va regarder du côté des Charlotte Hornets, qui sont 11e au moment où on enregistre cette émission. 7 victoires, 9 défaites. On commence à retrouver un petit peu les spotlights du côté de Charlotte, notamment grâce à un homme, on va en parler, voire deux, mais surtout un là qui commence à se montrer à son avantage. Je parle de Gordon Hayward, on a beaucoup parlé de son contrat quand il est arrivé du côté des Hornets. Alors, je ne sais pas s'il justifie son énorme contrat et il y a toujours des débats là-dessus, notamment sur la durée de ce contrat et sur le fait que ça puisse plomber un petit peu cette franchise de Charlotte. En tout cas, sur le terrain, il le rend plutôt pas mal. Il revient à un niveau All-Star et ça fait plaisir pour la franchise. Et puis surtout, en termes de jeu, on est plutôt pas mal. Il y a un homme qui s'appelle LaMelo Ball qui nous fait un peu kiffer aussi sur le terrain, voilà, qui sort des jolies passes, des jolies actions. Ça fait toujours plaisir de voir les Hornets comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume, toi, cette franchise des Hornets, qu'est-ce que ça t'inspire là, depuis le début de saison? Ah bah moi j'adore personnellement. Déjà le Lamelo Ball, j'étais très pressé de le voir en NBA, puisque je pensais vraiment que ça allait être possiblement le rookie de l'année. Finalement, il ne le sera peut-être pas parce qu'il est vraiment coaché et vraiment couvé par son entraîneur, qui a fait encore une déclaration il n'y a pas longtemps en disant qu'un meneur qui fait 5 pertes de balles en 16 minutes, il ne sera jamais titulaire dans mon équipe. Voilà, il l'a dit ça tout simplement pour piquer la Melo Ball. Et moi, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est vraiment la bonne manière de traiter un rookie en NBA. Et du coup, je suis heureux de voir ça, sachant que je suis très heureux aussi de revoir Gordon Hayward à ce niveau-là, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et j'étais vraiment triste pour tout ce qui lui est arrivé à Boston. Enfin, on dirait qu'il est maudit. Et pareil, le backcourt, même si Devontae Graham a beaucoup de matchs cette année, Terry Rozier, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment une équipe que je trouve très, très cool à regarder et très excitante. Et tu fais bien de parler du coach James Borrego qui avait pas mal de choix à faire, notamment sur la Melo Ball, on l'a dit, qui serait titulaire, qui ne le serait pas. L'année dernière, on n'oublie pas, avec Terry Rozier, avec Devontae Graham qui s'était un petit peu révélé. Fallait trouver un équilibre. On parlait beaucoup des problèmes aussi à l'intérieur, avec uniquement Bismack Biyombo en tant que pivot qui valent vraiment le coup, on va dire. Il y avait tout un équilibre à trouver. Pour l'instant, le coach des Hornets s'en sort plutôt pas mal et ce qu'il nous propose en termes de jeu, c'est assez cool. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Lucas, de cette franchise aussi des Hornets. Ça fait partie des équipes que tu aimes regarder cette année aussi? J'ai pas eu l'occasion de les voir beaucoup, mais je suis d'accord pour dire que c'est pas mal. Surtout que, bon, après, voilà, au niveau du contrat de Gordon Hayward, on peut toujours se dire, effectivement, comme tu disais, est-ce que voilà, ça vaut, etc. Et pour l'instant, il tire quand même bien l'équipe avec tout ce qu'il peut. Il fait 24 points de moyenne, il est plutôt solide. L'équipe est
ça pue pas trop sa jeunesse. Enfin, c'est pas une équipe relativement jeune par rapport, si on compare au KC en tout cas. C'est plutôt les mecs qui ont déjà quelques années en NBA qui font le café comme Rosier, tout ça. Donc, à part la Melo Ball, bien sûr, qui a 19 ans. Mais non, l'équipe est assez cohérente et ça fonctionne bien, même si on sent que c'est quand même principalement, il y a un noyau qui est en place et en sortie de banc, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, pas grand-chose à dire, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et moi, je ne sais pas à combien je les avais mis, mais je pense que je les avais classés sûrement moins bien que ça. Ah non, je les avais mis 11e, tu vois. Finalement, je suis dans les clous. Je suis dans les Quand on clous. regarde ça. Voilà. Non, ils produisent le jeu auquel peut-être je m'attendais un petit peu. C'est-à-dire que voilà, il y a des joueurs d'expérience, donc pas si surprenant que ça de les voir pas si mal que ça dans cette conférence S qui est moins relevée. Et en termes de jeu, c'est à voir, parce qu'il faudrait que je regarde quelques matchs pour voir si c'est aussi joli que ce que l'on dit. Mais pour l'instant, pas grand-chose à dire. Il y a du bon travail à Charlotte, quoi. Et On ça, les ça a fait mettait, de belles victoires. on les mettait nous aussi tous à la moyenne 11e de ce classement. Et pour l'instant, ils sont 11e. Donc, Ouais, ils respectent leurs engagements. c'est ça. Les Hornets, Thomas, pour conclure ce petit tour de table sur les Hornets, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait partie, quand même, je demande à Lucas, de ces équipes que tu aimes regarder? Et surtout, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant sur cette franchise? On a parlé de la Melo, de Gordon Hayward. Est-ce que ça fait partie des choses que tu veux mettre en lumière un petit peu? Ouais, bah ouais, bien sûr, surtout Gordon Hayward. Après, moi, avant toute chose, moi, j'aime beaucoup les voir jouer. Je trouve que c'est une équipe sympathique à avoir évolué sur les parquets. En plus, moi, j'en avais beaucoup parlé au début de saison et je pense que j'étais un des seuls à soutenir le projet et la signature de Gordon Hayward à Charlotte, malgré le gros contrat qu'on lui a donné. Aujourd'hui, enfin, après, il n'y a qu'une quinzaine de matchs, mais aujourd'hui, on peut dire que finalement, ils ont eu raison de le signer même à ce prix-là parce qu'il tourne quand même à 24 points de moyenne. Il a 5 rebonds, 3 passes, avec des bons pourcentages. En plus, il est à 51% au tir, 42% à 3 points, alors qu'il y en a beaucoup qui le pensaient fini. Et justement, ça, je l'avais dit aussi au début de la saison, c'est un mec qui va apporter de la sérénité et de la régularité à cette équipe qui en manquait cruellement parce que Terry Rozier et Devontae Graham, c'est pas ils peuvent prendre feu, tu vois, mais c'est pas les mecs les plus safe en fait. Ils vont pas te marquer 20 points à tous les matchs. Alors que Gordon Hayward, lui, il peut te le faire, tu vois. Tu es sûr qu'il peut te marquer 20 points, enfin entre 15 et 25 points, on va dire, à chaque match. Donc voilà. Ensuite, en attaque, c'est surtout ça que je vais retenir, la performance de Gordon Hayward. Et aussi, c'est la première équipe de NBA en passe décisive. On a 28,3 passes. Et donc, il lead la ligue dans cette catégorie du jeu-là. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui joue collectif, qui s'appuie sur un groupe qui est assez homogène. Il y a 5 joueurs qui sont à plus de 10 points de moyenne. Et il y a Miles Bridges qui a 9,4 points. Donc, c'est comme s'il était pratiquement à 10. Donc voilà, c'est une équipe qui est cohérente, contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière, où ça s'appuyait vraiment beaucoup et surtout exclusivement sur Graham et Rozier. Là, cette année, je trouve que c'est un peu différent et ils gagnent surtout en cohérence, quoi. Et cette stat sur les passes D, ça illustre aussi ce côté plaisant à voir jouer pour les Hornets. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller regarder quelques matchs. Ça vaut vraiment le coup. J'ai regardé au début de saison et j'étais pas impressionné. Enfin, j'avais encore quelques réticences sur ce qu'ils proposaient. C'était un peu fébrile sur les premiers matchs. Et puis très vite, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Et ce que fait James Borrego, ce que font les Hornets en ce moment, c'est vrai que c'est assez intéressant. À voir si ça peut aller plus haut pour eux, pour Gordon Hayward et compagnie, d'aller chercher un spot un peu plus haut pour pourquoi pas faire les play-in cette année. C'est ouvert, toujours à l'Est, donc c'est jouable pour les Hornets. Messieurs, on va changer enfin, on va rester dans la conférence Est toujours, mais on va remonter un petit peu plus haut. Quand on se dit un petit peu plus haut, c'est vraiment un tout petit peu plus haut. On va parler des Bulls qui sont 10e, qui ont le même rating pour l'instant, qui sont à 7 victoires et 9 défaites. Les Chicago Bulls, l'autre franchise de Michael Jordan, messieurs, qui propose quelque chose d'intéressant quand même. On retrouve un petit peu de plaisir à Chicago. On sait qu'on a changé de coach cet été pendant l'intersaison. On a Billy Donovan qui est arrivé. Lucas, toi,
les Bulls, qu'est-ce que tu penses de cette franchise qui, comme les Hornets, est plutôt pas mal, et qui pour l'instant serait en play-in en tout cas? Bah écoute, moi les Bulls, je suis assez surpris parce que du coup, je les mettais un petit peu plus au fond, vers la 13e place, en tout cas plus personnel. Et, bah, force est de constater que Zach LaVine est un magnifique joueur de basketball. Non, mais enfin, j'adore Zach LaVine, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que ça s'était fait un peu. Alors, ça fait un peu, comment dire, un peu footix donc dans le football, mais je vais dire basketballix. Mais on a ce côté un peu. Je pense que ça doit être à cause de ça. Mais Zach LaVine, c'est un joueur que je trouve très bon, mais que j'arrive pas à aimer parce qu'il a gagné le concours de dunk l'année où pour moi, c'était pas pour lui, quoi. Donc, ça me rend fou. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me dire qu'il est capable de mener son équipe comme ça aussi bien, mais en tout cas, il fait du très bon travail. Et les Bulls, bah, ça marche bien. Voilà, c'est les jeunes qui fonctionnent bien, sauf pour Thaddeus Young qui vient. Non, ouais, non, Thaddeus Young qui est là de temps en temps. Bon. Mais sinon, ça marche bien, les jeunes marchent bien. Donc j'ai pas eu trop l'occasion de regarder parce que c'est pas une franchise que je regarde beaucoup, mais c'est vrai que quand tu vois 27 points de moyenne à peu près pour Zach LaVine, c'est que ben heureusement qu'il est là pour venir un petit peu carry tous les Chicago. Et puis, bon, bah, collectivement aussi, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont au-dessus des 10 points. Donc, ça veut dire que ça tourne bien. Et je ne les voyais pas aussi en forme en ce début de saison. Ou même, est-ce que ça va tenir? Après, c'est sur la question. Toutes ces équipes-là qu'on parle, est-ce qu'elles vont tenir sur la durée ou est-ce qu'elles vont s'effondrer? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Moi, je les voyais moins bien cette année, en tout cas, et pas aussi bien préparés. Donc, à voir, ça se trouve, ça risque d'être même encore plus beau si ça continue comme ça, quoi. Thomas, toi, les Bulls, qu'est-ce que tu en penses cette année? On l'a dit, hein, il y a ce fameux Zach LaVine qui fait le café, comme on l'a dit. Mais au-delà de ça, à côté de ça, ça tourne plutôt pas mal. Ouais. C'est assez intéressant aussi à regarder. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, on retrouve un petit peu de plaisir. Il y a un petit peu de folie dans les matchs, un petit peu de suspense aussi. Il y a du beau jeu parfois. On est sur quelque chose de plus intéressant que ce qu'on voyait ces dernières saisons. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah ouais, c'est du basket qui est devenu un peu plus moderne, où ça court, où ça shoot, voilà, où ça joue vite avec Zach LaVine et tout. C'est une équipe très jeune. Moi, j'aime bien ce que Kobe White a fait cette année, mais surtout ce que j'aime beaucoup en fait dans cette équipe, c'est le banc en fait. C'est le banc avec Otto Porter, Thaddeus Young et Garrett Temple. Moi, j'aime beaucoup l'apport qu'ils ont en sortie de banc et ouais, les voir jouer, franchement, c'est plutôt agréable. Et voilà, j'aurais jamais pensé dire ça, vu, vu l'effectif, etc. Mais ouais, ouais, offensivement, c'est très très fort. Et j'ai beaucoup aimé aussi le retour de Lauri Markkanen, qui a plutôt bien joué. Donc ouais, les Bulls, c'est cool. 9 matchs pour lui cette saison. J'espère qu'il jouera un petit peu plus quand même. Guillaume, pour Ouais. conclure ce tour de table sur Chicago, qu'est-ce que toi t'en penses personnellement sur ce jeu un peu plus moderne, comme le disait Thomas, et surtout qui tu voudrais mettre en avant un petit peu dans cette franchise des Bulls? Bah, il y a un clown chauve qui s'en est allé cet automne et ça fait du bien à l'équipe d'être coachée par un clown, visiblement. Non, Billy Donovan, je pense qu'il a sa part de responsabilité dans le succès, certes pour l'instant relatif, mais en tout cas dans l'intérêt qui renaît côté Bulls. Après, pour moi, c'est le duo Zach LaVine, Lauri Markkanen que j'ai envie de mettre en avant. Zach LaVine parce que il montre qu'il est tout aussi un bon joueur de basket qu'il n'était avant. Je me rappelle de gens qui avaient des propos sur lui, comme ils avaient sur Devin Booker, en disant que il fait des stats, c'est super, mais ça gagne jamais. Moi, il faisait des stats très bonnes et il est efficace. Et cette saison, il le fait avec encore plus d'efficacité et ça gagne toujours difficilement, mais c'est parce que les joueurs ne sont pas nécessairement là autour. Et pour moi, on est capable d'aller en playoff sans problème avec Zach LaVine comme meilleur joueur. Markkanen redevient un joueur de basket cette saison. L'an dernier, il était utilisé n'importe comment par Jim Boylan et il avait beaucoup de mal. Alors que moi, c'était mon most improved player l'année passée, parce que je croyais en lui, je crois toujours en lui. Et cette saison, il est de retour à un niveau plus que correct, même bon. Il est sur les mêmes standards qu'il était dans sa deuxième année, avant qu'il soit blessé, puis il est blessé par Jim Boylan. Si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, il y a un petit point quand même sur Kobe White qui continue de montrer de très belles choses qu'il avait montrées en fin de saison dernière. Où il avait fait un très gros run en fin de saison et là, il est sur les mêmes bases avec 16 points de moyenne, efficace, intelligent, bon à la passe, capable de mener. Et j'ai trouvé ça très bien. Et aussi Daniel Gafford, vous avez mentionné les joueurs du banc, vous ne l'avez pas mentionné. Ouais. Il est très bon au pivot, très propre. Il fait vraiment les bonnes rotations défensives. Il fait tout ce qu'il faut. Il est parfait pour suppléer Wendell Carter Jr. dans un rôle assez similaire.
Et j'aime beaucoup les Bulls, que ce soit dans le jeu ou que ce soit par les individualités qu'ils utilisent. C'est vrai en termes de banc, de joueurs, etc., on retrouve un petit peu d'intérêt. Je me souviens des dernières années, je pense à des joueurs, à tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais comme Felicio ou n'importe, bon, c'est pas non plus des références en NBA. Et c'est quand tu devais t'appuyer sur des joueurs comme ça, c'est assez compliqué. Là, on retrouve un semblant d'effectif du côté de Chicago, et tant mieux pour eux. Chicago, du coup, qui est 10e, 7 victoires, 9 défaites, comme je le disais, que nous, on plaçait 12e dans nos pronos. C'est plutôt pas mal. Voilà pour cette franchise de Chicago. On va parler d'une autre franchise qu'on mettait cette fois-ci très loin au classement, puisqu'on les mettait derniers de la conférence Est dans nos pronos. On va parler des New York Knicks, la franchise chère à notre cher Benjamin, l'autre franchise de New York. On va parler du coup des Knicks qui sont 8e cette fois-ci, 8 victoires, 10 défaites. Après un début de saison tonitruant, on n'avait que des éloges pour cette équipe qui retrouvait un petit peu les joies du haut du classement en NBA. Ça nous fait un peu kiffer maintenant de voir jouer New York. J'aurais jamais cru dire ça un jour, très récemment. En tout cas, il y a des choses intéressantes du côté de New York. On va en parler un petit peu. Lucas, toi, cette franchise des Knicks, qu'est-ce que tu en penses là depuis le début de saison? C'est que, comme j'ai dit, ils ont fait un début de saison assez dingue. Ça s'est un peu calmé parce que bon. Voilà, faut se calmer. Tout est relatif à un moment. Voilà, du côté C'est un de New moment, York. c'est les Knicks jouent le titre. Non, faut pas viser là. Exactement. Mais bon, en tout cas, ils sont plutôt pas mal. Ils sont pas positifs, mais à un moment donné, voilà, ils étaient dans le positif, ils étaient à l'équilibre. Là, 8 victoires, 10 défaites, pour l'instant, ça va. Ah bah oui, non, c'est très propre, hein. Il y a pas grand-chose à dire. Voilà, ça joue très bien. La paire Randall Barrett, c'est surprenant, c'est vraiment impressionnant. Euh, j'aime beaucoup cette équipe, honnêtement. Le début de saison m'a complètement surpris. Après, ils ont eu un gros passage à vide où ils ont enchaîné aussi voilà, des matchs contre les Nuggets ou contre même Brooklyn où ça a été plus dur. Euh, donc, euh, donc non, non, franchement, surprenant cette équipe des Knicks qui pour l'instant n'est pas si mauvais. Enfin, moi, en tout cas, on les a mis tous à peu près derniers. Donc, on s'attendait vraiment à que ce soit beaucoup plus compliqué. Alors, j'espère que ça va tenir. J'espère que, en tout cas, pour les joueurs que j'ai cités ou même d'autres, Alex Burke, ils vont pouvoir continuer à ce niveau, en tout cas, d'intensité et de points qui permet justement de venir embêter les meilleures équipes et pourquoi pas d'aller gagner même certaines. Enfin, il y a des belles victoires hein, contre Utah. Il y a vraiment des belles victoires sur le papier. Orlando, Boston, des trucs improbables qu'on n'aurait pas forcément imaginé, quoi. Quand même 30 points à Boston. Bon, il n'y a pas Tatum, mais je crois, mais c'est quand même pas mal. Donc, non, pour l'instant, pour le coup, c'est peut-être l'équipe qui me surprend le plus des 6 qu'on a cités depuis le début de la saison. C'est celle qui surprend le plus parce qu'on ne les voyait pas avec 8 victoires. Moi, je les voyais plus comme, je crois, je dis pas du tout, peut-être les Pistons à l'Est en 4-11 ou un truc comme ça avec 4 victoires et c'est déjà pas mal, quoi. Donc là, ils ont doublé leur quota pour moi de ce début de saison. Donc chapeau les Knicks, ouais. Thomas, Et c'est sympa à regarder en plus. C'est Carrément. sympa à regarder en plus. Carrément. Et qui aurait pu croire ça qui aurait pu croire qu'on dit ça d'une équipe Ouais, des coachée Knicks. par Tom Thibodeau, par les Knicks, c'est une équipe coachée Ouais. par Tom Thibodeau qui est Thibodeau, arrivé récemment. Les Knicks qui sont petit stat qui était sorti là cette semaine, c'est la pire attaque de la ligue. En tout cas en termes de nombre de points, mais c'est la meilleure défense en termes de points encaissés. Thomas, toi, vite fait, cette équipe des Knicks, qu'en penses-tu? Tu peux y aller en Bah, termes de louanges, profites-en, c'est maintenant. Non, Ça fait mais plaisir. Je dirais rien. non, mais ouais, là, pour le coup, tu vois vraiment que c'est Tom Thibodeau, le coach. Il s'est imposé en NBA avec un esprit défensif. Et là, du coup, tu le vois tout de suite chez les Knicks, hein. Maintenant, c'est une équipe qui sait défendre et qui défend très bien. Tu l'as dit, c'est la meilleure défense de NBA en termes de points encaissés. Et c'est le 5e meilleur defensive rating de la ligue. Donc voilà, là, tout de suite, tu la vois, la patte Tom Thibodeau. Après, moi, j'avoue que c'est une équipe qui a des joueurs que j'affectionne particulièrement avec Randle et Barrett. Donc ouais, je supporte un peu et j'espère qu'ils vont réussir à continuer à gagner des matchs, tout simplement. Julius Randle qui redevient
Je n'ai même pas de mots pour qualifier ce qu'il est en train de faire. En fait, il est bon joueur parfaitement utilisé, quoi. Il est C'est ça. parfaitement utilisé par Thibodeau. C'est la pièce clé de l'attaque. Et voilà, c'est un peu son homme à tout faire. Donc voilà, passe, rebond, point. Voilà, il a trouvé la parfaite manière de l'utiliser. Et ça me rappelle un peu la manière dont il me semble que c'était Alvin Gentry, le coach des Pelicans. Il l'utilisait quand il était là-bas, quand Anthony Davis était absent. Donc, Effectivement, ça redevient un joueur de basket un peu moins cliché que ce qu'il faisait jusqu'à présent avec les Knicks. Pour conclure ce tour de table sur New York, Guillaume, donne-nous ton sentiment sur cette franchise de New York, sur l'autre franchise de New York, et puis sur la paire que tu voudrais, enfin l'association, pardon, que tu voudrais mettre un petit peu en avant du côté des Knicks. L'association que je voudrais mettre en avant, c'est la raquette Randle-Robinson, qui ne marchait pas du tout l'an passé. En tout cas, qui ne marchait pas en termes de qualité de jeu et de victoire et de spacing. Cette saison, Thibodeau et Randle, je pense aussi, ont su tous les deux travailler main dans la main pour optimiser ce que Randle peut apporter à une équipe, c'est-à-dire un QI basket qui il avait déjà montré des choses. Il peut voir des passes qui ne sont pas visibles pour tout le monde, mais il driblait trop, il driblait très peu intelligemment en faisant beaucoup de speed moves. Je me rappelle d'une compilation sur YouTube où tu as Randle qui perd 30 ballons en faisant des tours sur lui-même en une saison l'an dernier à New York. Et cette saison, c'est pas ce qu'il fait. Justement, il joue simple, il joue intelligent, il prend les bons shoots. Il a quand même pris très chaud à 3 points sur le début de saison. Là, ça a un peu retombé. Il est à 35% maintenant. Et il va être All-Star cette année si les choses continuent comme ce sont parties. Et ça me fait beaucoup plaisir, étant donné que je suis un fan des Lakers et que j'ai vu ce petit bonhomme être drafté dans ma franchise. Bon, au final, il est parti en free agent aux Pelicans à l'époque. En tout cas, moi, je suis très heureux pour lui et je suis aussi content pour Mitchell Robinson qui joue le plus de minutes qu'il n'a jamais joué avec 30 minutes par match parce qu'il tourne à seulement 2,7 fautes par match cette saison. Et voilà, c'est tout ce que j'attendais de Robinson, c'est qu'il arrête de faire des fautes bêtes. Il a arrêté de faire des fautes bêtes et du coup, c'est incroyable parce que c'est un pivot qui est capable d'être la base d'une top 5 défense en NBA, visiblement, parce que c'est ce qu'ils sont actuellement. Et ça me fait vraiment plaisir à voir. Autant je ne suis pas fan de Thibodeau, autant il a réussi à utiliser Randle d'une manière plus moderne qu'il utilisait par exemple Taj Gibson à Minnesota, qui pour moi est une aberration à côté de Towns. Là, il a réussi à un petit peu moderniser sa vision des choses, sa vision du basket, et en même temps, il a réussi à amener cette identité défensive impressionnante que New York a depuis le début de saison. Et moi, je suis en admiration devant ce que font les Knicks. Taj Gibson qui est revenu, qui était parti, qui est revenu l'homme de main, on va dire, un petit peu de Tom Thibodeau, qui l'a suivi un peu partout. Vite fait, avant de passer à l'autre franchise, quand même, on n'a pas trop parlé de Théo Malédon avec OKC. Un mot quand même, vite fait, sur Frank Ntilikina qui joue encore, enfin qui en tout cas est dans l'effectif des Knicks, début de saison, encore une fois compliqué. Je pense que ça va être... Il est en fin de retour, là. Il était blessé. Ouais. Il était blessé, là, ça y est, il est en fin de retour. Il est disponible. Il était disponible hier soir, il n'a pas joué, je crois. Ouais, et là, il est de retour. Donc, on va voir comment Thibodeau s'en occupe. Mais vu que c'est un coach à la mentalité défensive, je pense que Ntilikina va avoir un petit peu de temps de jeu. Et imaginons que Quickley ne soit pas dedans sur un match, c'est un rookie, ça lui arrive, même si je suis très bon. Ntilikina peut être utilisé 5 à 10 minutes. Pareil, si Payton ou Burks sont blessés au repos, ou même Austin Rivers. Enfin, c'est une option qui l'intéresse, Thibodeau, c'est sûr, à un joueur avec autant de potentiel défensif. Donc, maintenant, à voir quand il a envie de l'utiliser. Je suis d'accord avec ça. C'est juste, moi, j'ai un peu peur pour lui parce que sa blessure, je pense que ça l'a un peu handicapé dans le sens où Thibodeau, je pense que c'est quelqu'un qui aime avoir ses 10 joueurs tout de suite à disposition et pas trop changer les choses après. Donc après, effectivement, on verra. Il n'est pas à l'abri de blessures et tout, etc. Mais j'ai pas l'impression que c'est un coach qui aime trop faire des changements, quoi. Genre lui, il a un starting line-up, c'est le starting line-up à la vie, à la mort, quoi. Donc on verra. Et l'effectif effectivement des Knicks assez intéressant avec l'émergence un petit peu d'Immanuel Quickley aussi qui fait du bien à cette franchise. C'est assez intéressant de regarder cette équipe de New York. Et même parfois, c'est mieux que regarder les Nets quand on voit ce que propose Brooklyn défensivement. N'hésitez pas à regarder New York cette année. C'est assez cool. Messieurs, on va continuer cette émission. Il nous reste encore 2 franchises à voir ce soir. J'aimerais parler un petit peu avec vous des Cavaliers.
qui sont une très jolie surprise puisqu'ils sont sixièmes, ils sont à l'équilibre, ils sont à 8 victoires, 8 défaites ils se sont offert le scalpel des Nets par 2 fois cette semaine, qui ont sorti la grosse artillerie pour se taper Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Les Cavs qui sont donc sixièmes que nous dans notre classement en début de saison, on mettait beaucoup plus loin, on les mettait 13e de notre classement. On semble avoir enfin trouvé une alchimie, si je puis dire ça comme ça, si je peux dire ça comme ça, du côté des Cavs. C'est assez cool à voir jouer aussi. Il y a pas mal de joueurs qui se révèlent un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette jeunesse un petit peu qui prend aussi le pouvoir. Lucas, toi, les Cavs, qu'est-ce que tu en penses sur ce début de saison en tout cas? Oh bah moi j'ai quelques mots à dire, hein. Colin Sexton, bang bang, ça a fait très mal à Brooklyn. C'était pour te mettre une petite, parce que on a tous vu le match, hein, franchement, on s'est tous mis devant quand on a recommencé à en profiter. De toute façon, tu seras champion, donc on peut bien profiter. Allez. Non, mais c'est vrai que oula, c'est quoi ces propos là? Non, c'est quoi, tu m'étales non, mais pas. c'est vrai que Colin Sexton, je vais te mute, Guillaume, je vais te mute. il monte en puissance, il est incroyable. Enfin, si on compare même aux 2 saisons d'avant, là, il est en train de, en tout cas, il part sur des gros standards sur cette saison et il fait énormément de bien aux Cavs. Et c'est peut-être ça qu'on n'avait peut-être pas vu à ce point-là. Et puis derrière, toute l'équipe est relativement cohérente. Quand moi, je regardais ça, parce que c'est pas une équipe que j'ai beaucoup vu jouer à part ce match-là contre les Nets, parce que voilà, on était en train de me dire Colin Sexton, il fait du sale, il faut aller voir ça. Donc je me suis branché. Mais c'est vrai que tout à côté, ça score, quoi. Il y a au moins 5 ou 6 joueurs. Ils sont 6 joueurs à plus de 10 points. Les autres sont pas loin à 9 points. Tout le monde score, tout le monde est concerné. On a un Drummond qui est plutôt efficace. On a, voilà, tout le monde est vraiment concerné. Ça joue bien, ça joue collectif. Donc, pour l'instant, les Cavs, c'est même plus que surprenant parce que j'aurais pas misé un copec en début de saison sur eux. Encore une fois, est-ce que ça va tenir? C'est la question. Mais force est de constater que tant que le petit Colin Sexton est sur un nuage et que les autres lui font confiance et suivent, ça peut que continuer, quoi. En tout cas, il y a des victoires qui ne trompent pas. Et comme tu l'as dit, 2 victoires contre Brooklyn à la suite. Moi, je m'étais dit, tu vois, ils en prennent une sur un mec qui flambe, ça peut arriver. Maintenant, le match d'après, ça sera plus compliqué ou autre. Bon, voilà, il y a des belles victoires comme ça qui font dire qu'en tout cas, le collectif et le projet, là, pour l'instant, est cohérent. En tout cas à l'Est. Et il y a de fortes chances qu'on les retrouve en playoff si ça continue comme ça, quoi. Alors que nous, on ne les avait pas mis en playoff au début de la saison. Carrément, les Donc, Cavs il nous faut sont mentir. 29e offensive rating et le 7e defensive rating de la ligue. Ouais, c'est Pareil, propre, une hein. équipe relativement défensive, enfin, on profile Oui, un petit peu plus défensif en tout cas. avec de l'expérience en plus. Guillaume, toi, cette franchise des Cavs, est-ce que tu as pu les voir jouer un petit peu? Qu'est-ce que tu penses de comment Biggerstaff s'en sort pour l'instant? Il y a pas mal de bonnes choses quand même. On se rend compte avec. On a parlé d'André Drummond et son usage rate qui était un des plus gros de la ligue cette année, qui se retrouve un petit peu beaucoup plus concerné en tout cas. Mais autour de lui, ça s'intègre plutôt pas mal avec, on l'a dit, Colin Sexton, Larry Nance Jr. qui est toujours là et qui fait le taf, c'est Osman. Tous ces joueurs-là, et puis le petit rookie Isaac Okoro qui fait beaucoup de bien. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu penses de cette franchise des Cavaliers? Bah écoute, hier, vu que j'avais de l'argent sur Drummond et un pic TTFL, j'ai regardé Cavs Celtics. J'ai regardé jusqu'à qui est plus 40. Oui. Donc j'en pense absolument aucun bien des Cavs, voilà. Je rigole. T'es tombé sur le mauvais match. Hein. Ouais, t'es tombé sur le mauvais match. Ouais. Allez, Thomas, J'ai c'est à vu toi. un peu plus de choses. Enfin, j'ai vu le Sixton Game, j'ai vu un peu plus de choses aussi en début de saison. Ça, hier, j'ai vraiment vu le mauvais pire côté. basket Ouais. que j'ai vu de la saison être proposé par une équipe. Et je suis sérieux, c'était vraiment. J'ai pas les mots, mais j'avais envie de vomir. Et vraiment. Et pour le coup, oui, sinon, c'est quand même bon cette saison. Ça a gagné des matchs serrés. Ça n'a perdu aucun match serré. C'est pour ça que j'ai un petit doute sur le fait que ça puisse aller en playoff, voire maintenir le bilan. C'est que c'est une équipe qui a gagné 3 matchs très serrés à moins de 5 points, alors que c'est une équipe qui n'en a perdu aucun, qui s'est fait que blowout à chaque fois. Et c'est pareil, le Thunder aussi, c'est pareil. Ils ont gagné 3 ou 4 matchs très serrés. Et du coup, ces équipes-là, c'est des équipes qui, quand ça va s'équilibrer, qui vont perdre autant de matchs serrés qu'ils ont gagnés. Malheureusement, ils vont avoir un bilan moins bon. Et c'est pour ça que moi, je ne les vois pas dans les 8. Pour le play-in, pourquoi pas, vu comment c'est parti. Petite dédicace à Larry Nance, qui est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, que ce soit du coup aux Lakers ou à Cleveland. Et vraiment, ce qu'il fait à Cleveland me fait beaucoup plaisir. C'est un joueur qui est le genre de joueur que chaque équipe rêve d'avoir, c'est-à-dire qu'il est toujours juste, il est toujours dans le collectif,
Il est capable de shooter un petit peu à 3 points. Il est capable de faire la bonne passe au bon moment, surtout de se mettre en retrait, de se faire un peu défendre. C'est, je crois, le 3 ou 4e meilleur intercepteur de la NBA cette saison aussi. Il est quasiment à 2 interceptions par match. Où ça Il est à 2,3 interceptions par match et je crois qu'il est 2e ou 3e des intercepteurs, voire même premier. Et il m'impressionne sur ce début de saison, évidemment, tout autant que Sexton et Garland. Garland qui enfin arrive à jouer au basket et à enchaîner, même si là il a été blessé avant, il arrivait à enchaîner en tout début de saison sur les 8 matchs qu'il a pu jouer. Et là, il va être de retour maintenant, l'attraction Sexton-Garland. Et j'espère que ça va amener plein de bonnes choses pour les Cavs, qui sont quand même cool à voir jouer, sauf quand ils affrontent les Celtics un dimanche soir et que de l'argent sur Drummond. Non, mais faut le dire. Effectivement, on parle d'équipe on a parlé du positif, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses à dire aussi, hein, bien sûr. De l'autre côté, négativement. Et juste avant de te passer la parole, Thomas, je suis assez content aussi de voir que Jarrett Allen, notamment, c'est un joueur que j'aime beaucoup qui est arrivé dans cette franchise-là des Cavs. Je pense qu'il va pas mal s'amuser. On l'a vu aussi avec Isaac Okoro qui s'éclate pas mal. Ça part sur des high-loops, ça part sur du gros dunk, ça défend dur. Je pense que c'est une équipe qui fera plaisir aussi à Jarrett Allen et en termes de jeu, en tout cas en termes de profil. Et effectivement, il y a des côtés négatifs comme ces défaites les dimanches soirs quand il y a de l'argent dessus face aux Celtics, mais il y a aussi pas mal de côtés positifs. Thomas, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que tu retiens particulièrement? C'est un bilan équilibré, 8 victoires, 8 défaites. Tu retiens plutôt le positif avec cette 6e place ou plutôt le négatif et ces 8 défaites? Et surtout, quel joueur tu voudrais mettre un petit peu en avant dans cette franchise? Non, je pense dans le cas des Cavs, je pense qu'il faut plutôt retenir le positif parce que je crois que c'est une surprise pour tout le monde de les voir avec un bilan équilibré comme ça. Bien sûr, il y a l'impact de Colin Sexton, mais moi, j'ai surtout envie de retenir ce que fait André Drummond, en fait. Après, on sait que c'est sa dernière année de contrat, il me semble, donc qu'il a envie de signer un bon gros contrat juteux. Il y a beaucoup de joueurs, lorsqu'ils sont en dernière année de contrat, qui sortent des grosses stats et qui font une très très bonne saison pour signer justement ce dernier gros contrat. Mais Drummond, ce qu'il fait dans la raquette des Cavs, c'est vraiment important, en fait. C'est une composante importante de leur succès. Donc voilà, c'est surtout ce que j'ai envie de retenir. Après, effectivement, c'est une équipe qui défend bien et qui défend dur, comme tu l'as dit. Et justement, les joueurs qu'ils ont récupérés de Brooklyn ont les chances de, en fait, rien du tout. Je n'avais pas fait le rapprochement avant, mais il me semble qu'ils ont juste perdu Dante Exum et des tours de draft et de second tour en plus. Pour récupérer Allen et Prince, c'est quand même pas mal et c'est des joueurs, je pense, qui vont apporter et beaucoup apporter dans le collectif des Cavs. Et un joueur qui est parti aussi par la petite porte, malheureusement, du côté des Cavs, c'est notre cher Kevin Porter Jr. qui a eu pas mal de problèmes avec de comportement notamment et qui est parti du côté des Rockets, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Un simple second tour de draft, je crois. Exactement. C'est parti un petit peu par la petite porte pour Porter. Messieurs, on va se faire une dernière pause jingle. On va passer tout de suite à la dernière franchise. On va parler des Spurs. Lucas, ta franchise de cœur, bien évidemment. On se fait une dernière petite pause jingle et ensuite on terminera avec un jeu spécialement préparé par notre cher Guillaume. On se retrouve tout de suite dans Time Out. Je vais chercher le jeu, attends. Et comme ça, moi, je vous envoie un lien. Et t'inquiète, Lucas, normalement, on sera bon pour 10-15. Ouais, j'ai vu, on était OK. Parfait. Ça marche. Ça va et même pas, vas-y, au pire, zappe-moi pour les Spurs. C'est pas très important. Pas grand-chose à dire, les gars. On est en playoff. Thomas va finir comme Théo. Moi aussi, zappe-moi pour les Spurs. Ça m'intéresse pas. Voilà, ça intéresse personne. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout On Air et Timeout-NBA. Et on est de retour pour cette toute dernière partie de l'émission spéciale sur ces équipes middle qui nous font plaisir depuis le début de saison. On a parlé de 5 franchises. On va terminer avec, je vous l'ai dit, la conférence Ouest et les San Antonio Spurs qui sont actuellement, au moment où on enregistre l'émission, 8e.
Dans le positif, c'est la seule équipe pour l'instant dans le positif. 9 victoires, 8 défaites. 13e de notre classement à nous personnel en début de saison. C'est celle qui nous fait le plus plaisir, en tout cas qui répond le plus à nos attentes. Pour l'instant, les Spurs, petit tour de table, vous commencez à en avoir l'habitude. Je vais commencer par toi, Guillaume, pour parler de cette franchise de San Antonio. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, depuis le début de saison? On avait beaucoup on avait beaucoup parlé sur peut-être une fin de cycle pour les Spurs et les débuts d'une galère. Bon, on se rend compte que San Antonio reste dans le positif, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que toi, t'en penses? La fin de cycle, je pense qu'elle est encore présente tant que DeRozan et Aldridge seront là. Pour moi, le cycle n'a pas changé, la boucle n'a pas changé. Ça va un petit peu mieux cette année parce que Popovic a compris que avoir deux joueurs qui prennent 5 000 distances par match avec DeRozan et Aldridge minimum, c'est pas ouf. Du coup, Aldridge s'est mis à shooter un peu plus à 3 points cette saison, sans être efficace pour l'instant, mais shoot un peu plus à 3 points. Pareil pour DeRozan. L'attaque est un peu plus donnée aussi à Dejounte Murray. C'est un peu plus intéressant comment c'est réparti avec Patinis qui a vraiment une carte blanche, tout comme Rudiger quand il sort du banc. Après, personnellement, je ne suis pas dû tomber sur les bons matchs. Je me rappelle d'un Spurs Pelicans qui était pas très beau des deux côtés, mais vraiment pas très beau de la part des Spurs, surtout dans le dernier quart. Et les 2-3 fois où j'ai vu les Spurs jouer, c'était pas des matchs qui étaient c'était pas du tout des blowouts, c'était plutôt des matchs serrés. Et à chaque fois, ils avaient des petits problèmes d'exécution dans le dernier quart, ce qui est bizarre pour une franchise qui est menée par Popovic, mais finalement pas si étonnant quand on voit que le meneur, ça reste Dejounte Murray, qui est quand même un joueur encore jeune et un joueur qui n'a pas nécessairement d'expérience. Et personnellement, je ne suis pas emballé. Après, ça gagne des matchs et ça peut aller accrocher les playoffs, je pense, mais je ne suis personnellement pas emballé. Mais je partage un peu ton avis. C'est vrai que cette équipe-là des Spurs. C'est une franchise que je déteste en plus. Donc, voilà. Désolé. C'est réglé. Non, mais c'est vrai que cette année, bizarrement, c'est pas celle dont on a parlé qui m'emballe le plus. Et pourtant, c'est celle qui est le mieux classée. J'accroche assez peu cette année, en tout cas, à ce que proposent les Spurs. Mais pour l'instant, il faut dire que c'est relativement efficace puisqu'ils sont dans le positif. Personnellement, je note surtout l'émergence, on va dire, de Keldon Johnson qui fait un bon début de saison, qui prend ses responsabilités. Et ça, c'est cool pour la franchise d'arriver à avoir un jeune joueur de 21 ans qui prend ses responsabilités derrière DeRozan, derrière Dejounte Murray, derrière LaMarcus Aldridge aussi. Thomas, rapidement, je sais que c'est pas non plus la franchise que tu affectionnes le plus, mais un petit mot quand même sur ces Spurs-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas tant que je les affectionne pas, c'est que je les ai pas vus beaucoup jouer déjà. Sinon, c'est une équipe que j'aime plutôt bien. Mais en fait, ce que je trouve impressionnant, et ça, c'est une capacité que Greg Popovich a toujours eue, c'est que son équipe limite les erreurs et surtout les pertes de balles, en fait. Ce qui donne beaucoup plus de munitions aux Spurs pour attaquer. Donc ça, c'est ce qui fait très bien. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation qu'il fait de DeRozan, qui est un peu plus meneur de jeu, en fait, que Dejounte Murray. Donc voilà, c'est tout moi ce que je retiens, c'est surtout l'utilisation de DeRozan et surtout le fait que c'est une équipe qui ne perd pas du tout la balle. Et je crois que c'est l'équipe qui perd le moins la balle de la ligue et de loin en plus. Donc voilà. Pour terminer, Lucas, tu es notre grand expert cette fois-ci du côté des Spurs, en tout cas le fan numéro 1 en France. Non, mais comme s'il n'y en avait pas plus de fans des Spurs en France à Tipeee. Je vais me faire incendier sur les réseaux, pas du tout. Non, Lucas, du coup, les Hornets, les Spurs, pardon, qu'est-ce que toi t'en penses depuis le début de saison? On l'a dit, c'est la seule équipe dans le positif, en tout cas. Qu'est-ce que toi tu retiens de ce début de saison pour San Antonio? Je les voyais peut-être pas aussi bien, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je les avais mis un peu plus play-in, c'est-à-dire qu'au début on était mis dans les équipes qui allaient peut-être tanker, parce que vous les avez mis vers la 13e place. Moi je me suis dit quand même, quand tu as Popovic, que tu as DeRozan, que tu as Aldridge, que tu as quelques petits jeunes, ne peut pas te permettre de dire on va jouer, on va être 13e. Tu dois au moins essayer de te dire on va se battre pour les play-in, surtout que tu t'appelles les Spurs. Donc pour moi c'était c'était pas logique. Mais là, c'est vrai que positif, j'avoue que je ne m'attendais pas après une vingtaine de matchs à peine, enfin 17 matchs, d'être positif, c'était pas. Voilà. Il y a des belles victoires, il y a des défaites qui sont bizarres, effectivement, ou qui ne sont pas très jolies, comme celle des Pelicans ou d'autres où on marque 88 points, on est inexistant. Et puis il y a des belles victoires contre les Lakers, il y a des belles victoires contre des belles équipes, comme contre Damian Lillard et Portland, tout ça, c'est des victoires qu'on ne pensait pas. Donc,
Pour l'instant, ça marche bien, mais moi, ça ne me surprend pas d'un point de vue que c'est une équipe qui est très collective. Et à partir du moment où ça tient bien, ça tient la route, ça shoot, et que ça applique un peu le plan, même si c'est un peu brouillon par moment, ça reste quand même une équipe qui peut tenir la route au niveau des joueurs. Il y a des petits jeunes qui sont encadrés en plus par les moins jeunes, Patty Mills, Rudiger, Aldridge, Rosanne, qui sont avec les Walker, Johnson et Murray. Donc il y a une alchimie qui se crée qui est pas mal. Patty Mills, j'aime bien ce qu'il fait de ces derniers matchs. Là, les derniers matchs, il est vraiment très en forme. Il score beaucoup et ça nous fait du bien parce que c'est vrai que c'est une équipe qui score peu à 3 points. Et pour le coup, Patty Mills, lui, prend un petit peu plus de shoot à 3 points et aime bien. Maintenant, je suis assez d'accord et je suis assez logique et je me rejoins à ce que dit Guillaume. C'est-à-dire que pour moi, ça ne va peut-être pas tenir comme ça toute la saison. Il y a un moment, c'est moins. Enfin, j'y crois pas trop. Je ne pense pas qu'on finisse positif. On va sûrement finir la saison négative de quelques matchs. Mais par contre, je pense qu'on peut se glisser dans la bataille du play-in. Ça, c'est plus probable. Je ne pense pas que les Spurs termineront 13e en fin de saison. Ça, j'en suis presque sûr. Et ça peut être une bonne chose pour les Spurs. Et surtout, on l'a dit, cette nouvelle génération, on arrive sur une fin de cycle. Démarre faut basculer. à 31 ans. La Marcus Aldridge a 35 ans cette année. Patty Mills 32. Rudiger 34 ans. Ça a peut-être l'occasion de... C'est une bascule. Exactement. De mettre en avant des joueurs comme Dejounte Murray, qui a 24 piges, Keldon Johnson. Et pour le moment, c'est pas si mauvais que ça pour une équipe qui essaye de basculer dans une nouvelle génération ou qui en tout cas est en fin de cycle. Et on a vu des équipes en fin de cycle qui étaient quand même bien plus en souffrance. Alors après, je pense que c'est un tout. Popovic y est pour beaucoup. Et puis voilà. Mais effectivement, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, c'est intéressant en termes de résultats. C'est l'équipe la plus intéressante en termes de résultats puisque c'est la seule en positif du jeu, dont on a parlé ce soir. Voilà, messieurs, pour ces équipes, voilà, un petit peu surprise de ce début de saison. Ces équipes un petit peu middle de ce début de saison. On parlera peut-être dans les prochaines émissions des grosses franchises et on fera une analyse là-dessus. On voulait vous mettre un petit peu en lumière d'autres équipes dont on ne parle pas forcément dans la ligue. Voilà pour le gros débat de ce soir. On va terminer, messieurs, si vous le voulez bien, cette émission avec notre quiz de la semaine qui a été préparé par Guillaume, qui nous a préparé un jeu inédit dans l'émission. Petit jingle, et Guillaume, je te laisse expliquer de quoi il en retourne. Jingle. Guillaume, je te laisse la parole et je m'installe confortablement dans mon siège pour ce quiz cette semaine. C'est toi qui l'as préparé. J'ai pris un petit peu de vacances après les qui a dit des dernières semaines. Tu nous as préparé un jeu inédit dans l'émission. Explique-nous le concept et lance-nous tout ça. Fais-nous plaisir. Allons-y. Après ma défaite honteuse au qui a dit, parce que c'était un jeu totalement éclaté contre Théo, je vais prendre les rênes des jeux et faire un jeu qui n'est pas éclaté. C'est un jeu que j'appelle et qu'on appelle avec mes amis le jeu de l'effectif. Vous l'appelez comme vous voulez. En gros, je prends un effectif d'une équipe NBA, soit récente, soit une équipe historique, et vous me dites chacun votre tour un joueur qui y était. Dès que vous avez faux, vous partez. Et ensuite, pour gagner, il faut confirmer en disant un joueur de plus que tous les autres. Donc c'est très simple. Je vais faire dans l'ordre que j'ai les caméras devant moi. L'effectif, c'est celui des Wizards qui a été en demi-finale de conf en 2016-2017 contre Boston, celui qui perd en 7 matchs avec le Kelly Olynyk Game et avec juste avant le shoot de John Wall. C'est le pic des Wizards de John Wall. Cette année-là, c'est l'équipe que j'ai très peur. Donc c'est parti. Yonim, t'es le premier dans mon ordre de caméra. Donne-moi un joueur qui était, bon j'en ai déjà nommé un, je suis un peu con, mais dans tous les cas vous allez l'avoir, mais voilà, donne-moi un joueur qui était Wizard à cette époque-là. Ouais, je vais commencer par le plus simple. Cette année-là, pardon. Cette année. Bradley Beal. C'est dur, hein. C'était dur. T'as dit qui? Bradley Beal. Oui, c'est bon, évidemment. Sans conviction. Vraiment sans conviction, alors que le mec a jamais bougé d'équipe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est mon premier tour. Et attendez, Bradley Beal était bien Wizard, je confirme. À toi, Lucas. John Wall, du coup. Évidemment. Ça devait pas être trop, voilà. Thomas. C'est quand 2016, 2017 16-2017, l'année. C'est quand ils font la. C'est leur plus belle saison. Ouais. Il avait des lunettes là. Il y a du monde quand même. Il y a du monde. Le meilleur. Non, mais là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Paul Pierce. Non, c'était l'année d'avant. Non, il était. Non, même c'était 2 ans avant Paul Pierce.
Du coup, dommage, Thomas, t'es éliminé, hein, parce que je pense qu'il y a au moins l'un des deux qui va trouver quelque chose. Yonim, à ton tour. Comment il J'en ai un s'appelle? encore. Il est grand, il est français Vas-y. et il s'appelle Ah Yann. oui. Ah oui, bien Voilà. joué. C'est beau, Yann Mahimi, Putain, il sort les Français et tout. Ah oui. nouveau remplaçant. À toi, Lucas. Il y avait Otto Porter. Parce que Bien je me sûr, souviens d'un il y avait Otto Shaquille O'Neal Porter. avec Otto Porter qui démarre pas sur son défenseur et ça va mourir de rire. Otto Porter. C'est l'année avant qu'il se fasse. Non, c'est 2 ans avant même qu'il se fasse trade. Donc, Otto Porter, c'est bon. Yonim. Du côté des Wizards à ce moment-là, Il y a du beau monde encore. ouais, je Il y a sais. des joueurs qui sont en NBA, qui sont connus encore actuellement et tout. Le pire, c'est que je vois, hein, mais c'était il n'y a pas assez longtemps que ça. Moi, j'en voyais aucun. 16, 17. Ouais, c'est vrai, t'as l'impression qu'il y a Sache que 3 ans, c'est mais honteux. Hein. Que t'en es 0, c'est honteux. Hein. je crois que j'en ai un encore. Je suis pas sûr, mais je le vois. Mais... Putain, non, je sais pas. Pivot. On veut un nom. Je pense à un pivot. Pas une équipe qui m'a marqué. Pourquoi je Donnez galère pas comme ça? d'indices, les autres. Non, mais attends, au moins le line-up, le starting line-up. Bah là, on a quoi? Wall, Bill, Porter, parce que Miami, c'est pas starting line-up. Ouais. C'est qui le Ah, il pivot? manque Thomas, aide-moi. Thomas, aide-moi. C'est sérieux, il a pas surdonné, il va pas t'aider maintenant. Je sais pas, essaye Dwight Moi, Howard, je- j'en sais rien. Moi, je crois que j'en ai un. Certainement pas, Dwight Howard. Non, Allez, franchement, Yodim, t'as 20 secondes. non, je sais Je pas. sais j'en ai pas, pas, tu là. passes. Tu passes. Ouais, je Lucas, passe. si tu dis un Alors moi, joueur, c'est bon, je t'as crois gagné. je crois qu'il y en a un, parce que j'ai de souvenirs, j'ai sa tête, il était bizarre. C'était un mec de l'Est. Il n'y avait pas Gortat. Bien sûr qu'il y a encore Marcin Gortat. Gortat, ouais. Ah, bien, ouais, putain, j'ai- mais Dans c'est l'Inter. récent, Parce que je vois bien Ah, sa il est tête bon, comme plus ça, là, Gortat. quand il Il est court. emblématique quand même. Je vois bien- Gortat. Ouais, non, Bah non, ouais, d'accord. Marcin Gortat. Le c'est marteau vrai, polonais. Le Ouais, marteau c'est vrai. polonais. Quel Je vois surnom. bien sa tête avec le maillot de Washington. Bon, allez, Après, j'en ai rapidement, je vous fais deviner 2-3 joueurs qui étaient emblématiques. Un joueur qui actuellement met beaucoup de points, un joueur de l'Est. Il y en a 2 qui ont le même nom de famille en NBA, joueur de l'Est. Il met beaucoup Joueur de de points à qui? l'Utah en ce moment. Markieff Un joueur Morris. qui met beaucoup de points à l'Utah. Ah, c'est Markieff Morris. Markieff Morris y était, c'est pas lui qui, Ah, a ouais. qui met beaucoup de points et qui est joueur de l'Est, mais Markieff Morris Ouais. y était, oui. Meilleur centre majeur de la NBA, on le rappelle, hein, avec la Ouais, c'est raquette vrai qu'il Morris était- et Gortat. C'est vrai qu'il était à Washington. Est-ce que vous avez un Croate à Utah? Ah bah, Il met 20 points de Bogdanovic. moyenne. Bogdanovic. Exactement, Bojan Bogdanovic, il y était. Qui était à Washington. Ah, putain. D'accord. Bien joué. Ensuite, un petit meneur qui est aux Mavs actuellement, qui a fait les Knicks, qui ressemble à Allen Iverson. Trey Burke. C'est bien, Thomas. Très bien. Tu te rattrapes un tout petit peu. C'est plus facile quand tu lui fais des petits trucs comme ça, il trouve. Ensuite, le plus jeune meneur à avoir mis, le joueur qui a mis le plus rapidement 50 points dans un match NBA en carrière, qui est meneur, qui est hors de l'NBA, qui est passé par les Bucks, Détroit et les Wizards, du coup, et même le Magic, je crois. Brandon Jennings. C'est Brandon Jennings. Et c'est Brandon putain, Jennings, 55 exactement. points avec les Putain, Bucks à chapeau. l'époque. Brandon Ouais, Jennings, t'aurais dû faire des ouais. devinettes en Morris. fait. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, mais c'est. Il les Non, avait, mais oui, mais il les les avait. devinettes, c'est trop simple. C'est trop les simple. avait. Là, T'as perdu, l'effectif, ça Thomas. vous T'as met perdu. une page, T'as perdu. page blanche. T'as perdu, Donnez-moi un tout maximum va. de noms. Tu te rattrapes un peu, tu vois, tu redors ton blason. Ouais. Ensuite, un arrière-ailier qui a commencé en shootant horriblement mal cette saison à 3 points, qui est aux Warriors maintenant. Ah, Et c'est drafté, Oubre. c'est Ah, c'est oublié, ouais. Ouvre, ouais. Putain, je voulais le dire en plus. Rappelle-le Oubre, tu vas voir. Ouais, moi, je toi. l'appelle Oubre. Je voulais le dire en plus, Et mais. pour finir, Ouais, bien joué. Ouais. le seul joueur tchèque en NBA qui est actuellement au Attends, en ski. Exactement. Ça, Thomas. Tu connais bien tes nationalités, toi. C'est bien. Et il y avait aussi Jason Smith, pour ceux qui s'en rappellent, il avait un lancer franc dégueulasse sur NBA 2K. Voilà. Donc, Bien victoire de Lucas, je te félicite. Franchement. Et Thomas, tu t'es bien rattrapé de tes défaites honteuses. Ouais, Je pensais que j'allais être beaucoup plus en Non, mais difficulté vraiment, parce que c'est. franchement, après Gortat, j'avais plus rien. Moi, je m'étais là, je pensais que j'allais être en difficulté, mais C'est vrai que j'ai ça pas va, dit. je m'en sors. Le pire, c'est que les gens, je les connais, tu vois. Mais vraiment, c'est l'équipe, pour ça elle que va c'est pas ça qui est marquer. marrant. Ouais, c'est Ouais, vrai que bah, l'équipe difficile après, elle a parce pas que- marqué. On te donne une page blanche et tu dois mettre le maximum. Enfin, tu dois connaître Ouais, le c'est maximum. pas simple, c'est pas Une simple. page blanche, c'est pas Oui. facile. C'est ça qui est drôle. Bon, on Ok. révisera pour les prochaines. Merci. Laisse prendre Yes. la main. Hein. Merci Guillaume pour cette première. En tout cas, on révisera, on est au courant maintenant. On fera plus attention sur les effectifs la prochaine fois. Merci Guillaume et puis merci à vous Thomas, Lucas.
pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et sur YouTube avec les visuels de l'émission. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'écouter notre émission spéciale sur Tony Parker, la première partie est toujours dispo. La deuxième arrive cette semaine. Merci à vous. On se donne rendez-vous très vite, nous, pour une nouvelle émission. La NBA continue. Time Out aussi. On se retrouve très, très prochainement pour un nouveau podcast. Les gars, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Salut. Salut.